Chers abonnés, bonjour. Je suis ravi de vous présenter un nouveau format, du nom de AnonyNews. Ces vidéos auront pour objectif, de vous informer sur des sujets divers et variés. Je terminerai toujours la vidéo par la présentation d'un personnage, que vous aurez entendu parler vaguement. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Je vous invite à me faire part de tout conseil, qui viserait à améliorer ce format. Je vous encourage également à me proposer des personnages à présenter ou des sujets à traiter. Merci de votre fidélité. Amicalement, Altaïr TV. Dimanche 19 février 2017, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans toute la France pour lutter contre la corruption des élus. La place de la République était noire de monde. Exaspérés par l'affaire Pénélope Fillon, répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux sur le modèle de Nuit debout, partie prenante de ce rassemblement, les manifestants considèrent qu'il n'est plus tolérable d'être gouverné par un corps élu qui a la possibilité de pratiquer l'inverse de ce qu'il défend, comme l'affirme le texte de l'appel. Anonymous soutient sans réserve cette initiative citoyenne, et encourage à poursuivre la mobilisation. L'accord économique et commercial global, AEGC, ou Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, est un traité international de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, signé le 30 octobre 2016. C'est à ce jour le premier accord commercial bilatéral de l'Union européenne avec une grande puissance économique, et le plus ambitieux jamais négocié. Souvent associé au TTIP, ou TAFTA, il suscite cependant de nombreuses critiques. Il a été approuvé par le Parlement européen le 15 février 2017, et doit encore obtenir l'aval du Parlement canadien avant son entrée en vigueur provisoire, probablement en avril. Il sera ensuite soumis au vote des parlements nationaux des États membres. L'accord économique et commercial global, AEGC, entre l'Union européenne et le Canada, CETA, est dit de nouvelle génération. Il réduit drastiquement les barrières tarifaires et non tarifaires, mais traite également de nombreux aspects liés à l'exportation de biens et de services, et à la mise en place d'un cadre d'investissement stable et favorable aux entreprises européennes et canadiennes. En pratique, il réduira la quasi-totalité, près de 99%, des barrières d'importation, permettra aux entreprises canadiennes et européennes de participer au marché public, de services et d'investissement de l'autre partenaire, et renforcera la coopération entre le Canada et l'UE en termes de normalisation et de régulation. Quelles prévisions économiques ? La mise en œuvre du CETA permettrait aux États membres de l'UE de soutenir leur croissance par l'extension des marchés accessibles aux entreprises, la baisse des droits tarifaires, l'accession des marchés publics canadiens et l'échange soutenu de technologies et de savoir-faire. En conséquence, le traité favoriserait la création d'emplois et la compétitivité de l'UE, tout en étant favorable aux consommateurs, par des normes de qualité maintenues et des baisses de prix. La Commission européenne estime que le CETA devrait accroître de 25% les échanges commerciaux UE-Canada et entraînerait une augmentation du PIB de l'UE de 12 milliards d'euros par an. Le CETA éliminerait les droits de douane rapidement, la suppression complète est prévue pour 7 ans après l'application du traité, pour une économie attendue de près de 600 millions d'euros par an. Cette mesure s'appliquerait à la quasi-totalité des secteurs d'activité. L'agriculture maintiendrait des exceptions, mais 92% des biens agricoles seraient concernés. La baisse des droits de douane permettrait aux entreprises européennes d'accéder aux consommateurs canadiens aux revenus. Chaque année, le gouvernement canadien achète 30 millions d'euros de biens et de services à des entreprises privées. Les appels d'offres de ce marché public seraient dès lors ouverts aux entreprises européennes. Le cadre stabilisé d'investissement favorisé par le traité permettrait de favoriser l'emploi en Europe. Les études économiques soutenant le CETA estiment que pour chaque milliard d'euros investis par l'UE, 14 000 emplois seraient soutenus. Enfin, si de nombreux détracteurs du CETA déplorent que le traité remette en cause les normes européennes de qualité des produits, la Commission européenne avance que le Canada partage ses valeurs éthiques liées à la commercialisation de biens et services. Le CETA permettrait en outre de favoriser la coopération régulatrice des deux partenaires, et de permettre aux consommateurs d'accéder à un choix plus divers de biens et services sans sacrifier la qualité de ceux-ci. À cela s'ajoute que le CETA prévoit de protéger les spécificités culturelles et traditionnelles des deux partenaires, par exemple en reconnaissant et protégeant plus d'une centaine d'appellations d'origine contrôlées en France. Pourquoi des réticences ?
Malgré les nombreux bénéfices attendus de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'UE, le CETA n'est pas exempt de critiques et soulève encore de nombreuses questions. Le blocage de 3 gouvernements régionaux de Belgique, Wallonie, Bruxelles et communauté linguistique francophone, qui refusent pour l'heure de donner le feu vert à leur gouvernement pour la ratification du traité, est symptomatique des réticences qui animent encore partenaires sociaux et producteurs locaux. Premier point de blocage, le règlement des différends. Le CETA prévoit qu'en cas de désaccord avec la politique publique menée par un État, une multinationale peut porter plainte au sein d'un tribunal d'arbitrage international. Les Wallons s'inquiètent de ce mécanisme qui pourrait affaiblir le pouvoir régulateur des États membres en permettant la remise en cause des normes produites. La Commission européenne a dès lors tenté d'apaiser les esprits en transmettant aux Wallons un projet de déclaration visant à renforcer l'indépendance et l'impartialité de ce tribunal d'arbitrage. Second point de blocage, l'impact de ce traité sur l'agriculture des États membres. Là encore, la Wallonie, comme de nombreuses ONG, est en tête de pont, arguant que les garanties de protection de l'agriculture locale sont insuffisantes. La crainte d'une remise en cause des modèles agricoles et agroécologiques au contact du modèle canadien reste vive chez les producteurs européens, le principe de précaution n'existant pas au Canada. Cette réserve est en grande partie partagée par les agriculteurs français, qui déplorent le manque de reconnaissance des produits certifiés français. Seule une centaine d'AOC est reconnue sur les 561 que compte le territoire français. Le processus de négociation du CETA est également attiré les critiques de la société civile dès la présentation du traité. La Commission européenne assure avoir établi un dialogue avec les partenaires sociaux et les parties prenantes dès le début des négociations. De nombreuses études d'impact, économiques comme de développement durable, ont été publiées des consultations publiques effectuées. Les textes résultant des négociations sont de surcroît publiquement accessibles. Mais nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour dénoncer le silence de Bruxelles et le processus opaque de négociation avec le gouvernement canadien. Nous, Anonymous, rappelons que nous menons un combat activement contre le TTIP ou le TAFTA, et par conséquence, nous sommes fermement opposés à tout traité mettant en péril nos valeurs fondamentales. Nous, Anonymous, rappelons qu'il est impératif qu'un traité d'une telle ampleur soit soumis au peuple par référendum, et qu'il doit faire l'objet d'une information à grande échelle. La négociation de ce traité dans le plus grand secret nous atterre, et nous réclamons plus de transparence. Personnage du jour, Étienne Chouard. Étienne Chouard, né le 21 décembre 1956 à Paris, est un blogueur et militant politique français. Il accède à la notoriété en 2005 en faisant campagne pour le non à l'occasion du référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe, grâce à un texte publié sur son blog qui bénéficie d'une communication virale. S'appuyant sur les techniques de cette dernière et de l'éducation populaire, il critique depuis le système en place et milite pour des institutions inspirées de la démocratie athénienne, appelant en particulier à former une assemblée constituante tirée au sort. Titulaire d'une maîtrise en droit à Nanterre, Étienne Chouard est professeur d'économie-gestion et de droit fiscal, puis d'informatique, au lycée Marcel Pagnol à Marseille. Celui-ci a par la suite mis en place une série d'ateliers constituants, qui visent à apprendre à écrire une constitution, qui programmerait la puissance des citoyens et non celle des élites. Je vous invite à écouter la conférence qui suit. Étienne Chouard explique ce qu'est la cause des causes, et que ce n'est pas une fatalité. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous. Alors je viens vous parler de démocratie, mais de la vraie, celle qui n'existe pas du tout, et celle qui, je crois, serait capable de nous sortir du pétrin. Depuis longtemps, depuis 2500 ans, avons besoin de mettre au-dessus de nous des représentants pour produire et appliquer un droit écrit qui nous protège contre l'arbitraire des plus forts. Donc ces gens-là sont très utiles, évidemment. Ils produisent un droit dont nous avons besoin pour pacifier notre société.
Mais en même temps, ils sont très dangereux. C'est-à-dire que si jamais ils se mettent à abuser, s'ils se mettent à servir les intérêts d'une caste au lieu de servir l'intérêt général, ou s'ils se mettent à abuser du pouvoir en devenant fous, puisque le pouvoir les rend fous systématiquement. Oui, ça fait 2500 ans qu'on sait ça, quoi. Hein. Le pouvoir rend fou, tous les pouvoirs ont une tendance à abuser. Toujours. Montesquieu. C'est comme une loi physique implacable. Et il y a une idée géniale pour nous protéger de ça, c'est la Constitution. Alors la Constitution, qu'est-ce que c'est? C'est un texte qui est au-dessus des pouvoirs et qui ne sert pas du tout à organiser les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser, pas du tout. La Constitution, tous les citoyens devraient savoir ça. La Constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs. Ça sert à inquiéter les pouvoirs pour nous protéger, nous protéger, nous, contre les abus de pouvoir. Mais attendez, si les représentants doivent craindre la Constitution, il ne faut pas qu'ils l'écrivent eux-mêmes. Sinon, s'ils l'écrivent eux-mêmes, ils vont programmer leur puissance et notre impuissance. Enfin, un enfant comprend ça. Donc l'idée centrale, mais vraiment c'est une idée essentielle, c'est que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, et c'est pas à eux, il faut pas attendre que ce soit eux qui renoncent à écrire le pouvoir, ils renoncera jamais, la solution elle viendra pas d'eux, elle viendra de nous, c'est à nous de leur interdire d'écrire la Constitution. Ça c'est vraiment l'idée, à mon avis, l'idée essentielle qui nous manque. Un citoyen c'est autonome, ça vote, il vote lui-même ses lois. Moi je suis un simple électeur. C'est-à-dire, je suis hétéronome. Je subis la loi écrite par quelqu'un d'autre. Nous appeler citoyens, c'est nous payer de mots. On se la pète, mais on n'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait dans cette démocratie? Dans cette prétendue démocratie, qu'est-ce qu'on a comme droit? On a le droit de désigner des maîtres politiques qui vont tout décider à notre place pendant 5 ans. On les désigne parmi des gens qu'on n'a même pas choisis. En plus, c'est les plus riches qui les choisissent. Et dans le cas éventuel où ils nous trahissent au dernier degré, on n'a pas le moindre moyen de résister. Alors c'est vrai qu'on a la liberté d'expression, mais absolument sans aucune force contraignante. C'est-à-dire qu'on a le droit de blablater, si ça n'a pas d'effet, on a le droit. Dès que ça change quelque chose, c'est un massacre. Et nous appelons ça démocratie. C'est notre faute. Nous devrions faire la grève de ces momentaires. Nous devrions refuser d'appeler démocratie ce qui est son strict contraire. Nous participons à notre impuissance politique en acceptant d'appeler démocratie ce qui est la négation même de nos droits. C'est-à-dire que quand on accepte d'appeler ça démocratie, on n'arrive même pas à formuler la solution. On a besoin de la démocratie, mais on n'arrive pas à le dire puisque le mot est pris par son contraire. C'est génial d'avoir inversé les mots. C'est du Big Brother, absolument. Hein. Ça ne s'est pas passé par hasard. C'était pas bien au début, en 1789, quand ça a commencé il y a 200 ans, et puis ça s'est pas dégradé, c'est pas du tout ça. Sieyès, un grand penseur de la Révolution française, une pointure, hein, je ne vous parle pas d'un second couteau, écrivait en 1789. Les citoyens, ouvrez les guillemets, hein, c'est Sieyès qui parle. Les citoyens qui se donnent à eux-mêmes des représentants ne peuvent pas écrire le droit, ne peuvent pas du tout, doivent renoncer à faire eux-mêmes les lois. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, c'est toujours du Sieyès, hein, le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, et ne peut agir que par ses représentants. Tiens, ce gars-là n'était pas un démocrate. Et il savait très bien ce que c'était la démocratie. Vous allez le voir dans un instant. Tout le monde savait, avant 1789, tout le monde savait, Montesquieu, Aristote, ils savaient tous que l'élection est aristocratique, donc oligarchique. Aristote le disait explicitement, je vous passe la citation. Montesquieu le disait aussi explicitement, je vous passe la citation. Vous irez sur le net pour chercher, il faut que j'aille du temps. Je voudrais insister, ça c'est super important. Il y a 2 choses très importantes. Pendant 200 ans de tirage au sort à Athènes, où il y avait des riches et des pauvres. Ok, je sais qu'ils avaient mis de côté les esclaves, je sais qu'ils mettaient de côté les femmes. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle des citoyens. Les citoyens de l'époque, il y avait des riches et des pauvres. Pendant 200 ans de tirage au sort, c'est les pauvres qui ont dirigé toujours. Toujours.
Au contraire, on a un autre exemple. Alors, on a deux exemples historiques, avec des faits. Ce n'est pas des opinions, c'est des faits. Pendant 200 ans de tirage au sort, le tirage au sort, c'est les pauvres qui gouvernaient. Il y avait des riches, mais ce n'est pas eux qui gouvernaient, c'est les pauvres qui gouvernaient. Et puis pendant 200 ans de gouvernement représentatif, parce que c'est comme ça que ça s'appelle notre régime, ça ne s'appelle pas une démocratie, ça s'appelle un gouvernement prétendument représentatif. Et dans ce régime-là, pendant 200 ans, c'est toujours les riches qui dirigent. Toujours. Moi, ma question, puisque le tirage au sort donne le pouvoir aux pauvres, le pauvre c'est 99%, puisque l'élection donne le pouvoir aux 1%, des ultra-riches, mais jusqu'à quand les pauvres, les 99%, vont-ils défendre l'élection comme si c'était une vache sacrée? Enfin, je veux dire, pour moi, il y a quelque chose d'indéfendable à voir tous ces pauvres qui défendent l'élection alors que le tirage au sort leur rendrait le pouvoir. Qu'est-ce qui fait que nous tenons à l'élection? C'est parce que c'est pas la raison, parce que les faits montrent que nous n'avons pas intérêt à ça. Mais par contre, c'est les mythes. L'école dite républicaine nous apprend que depuis qu'on est tout petit, que élection égale démocratie, démocratie égale élection. Alors, depuis que tout petit, on le croit. Et donc, il y a une période de désintoxication de ces mensonges de pouvoir. Il faut arriver à remettre les mots à l'endroit. Nous ne sommes pas en démocratie, et ce dont nous aurions besoin, c'est une démocratie avec du tirage au sort qui nous libérerait de ceux qui veulent le pouvoir. Pour changer les choses, il me semble que nous ne pouvons pas compter, il ne faut pas compter sur ceux qui ont le pouvoir en ce moment. La solution ne viendra pas d'eux. La solution, elle viendra des gens normaux, des gens simples, des gens qui ne veulent pas de pouvoir. Et là, il faut que vous connaissiez cette pensée d'Alain, qui est un penseur formidable, à connaître absolument, qui disait « Le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres. Et de se gouverner seulement lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. Si les gens bons ne veulent pas gouverner, et qu'on donne le pouvoir, comme dans le gouvernement représentatif, à ceux qui le veulent, les pires gouverneront. Ce piège, qui est désespérant d'Alain, Alain, il a raison quand il dit ça, il a raison dans le gouvernement représentatif. Parce que tant qu'on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, tous les gens qui sont justes, qui sont bons, qui ne veulent pas du pouvoir, on ne les aura pas. Alors que on peut sortir de ce piège de cette tenaille, je pense, avec une vraie démocratie. Une vraie démocratie où vous donnez le pouvoir à n'importe qui, et les meilleurs d'entre nous sont parmi ces n'importe qui ne veulent pas du pouvoir. C'est la démocratie qu'il nous faut. Mais c'est à nous de le vouloir. Il ne faut pas attendre que nos élus le veuillent. Ils ne le voudront jamais. Les élus, ils ne veulent pas la démocratie. Ça les foutrait au chômage, la démocratie. Il faut absolument que l'Assemblée constituante soit tirée au sort. C'est de là, tout va découler. Je pense que cette idée est valable pour toute la Terre. Je vous remercie de votre attention.